Signaux de confiance, votre boîte à outils pour lutter contre la fraude à l'identité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Orange LiveNet et consacré aux signaux opérateurs, ces API qui permettent de lutter contre la fraude à l'identité tout en fluidifiant les parcours clients. Je m'appelle Jérôme Bouteiller et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui prendra la forme d'une table ronde puis d'une session de questions-réponses au cours de laquelle vous aurez la parole. Et nous allons commencer tout de suite par une présentation de nos trois invités. Bonjour à tous les trois. Bonjour Robin, bonjour Jean-Pierre, bonjour Alexandre. Robin, comment vas-tu? On va peut-être commencer par toi. Est-ce que tu peux présenter Pledge? Tu es responsable des opérations de Pledge. C'est qui cet acteur aujourd'hui de la FinTech? Bonjour Jérôme, ça va bien, merci beaucoup. Donc en effet, Pledge est une fintech qui a été rachetée il y a 2 ans maintenant par le groupe Crédit Agricole, donc pour la filiale CAPFM et la marque Sofinco. Donc Pledge gère, enfin en fait Pledge propose de ce qu'on appelle du BNPL, donc Buy Now Pay Later, du paiement en 3-4 fois, à des commerçants Paiement qui fractionné, comme on dit aussi parfois. exactement, du paiement fractionné, à des commerçants qui vont ensuite le proposer à ses clients finaux. Donc en fait, que ce soit en boutique, que ce soit en e-commerce, vous allez pouvoir, si vous êtes un commerçant, proposer des solutions de paiement fractionné à vos clients finaux. Pledge gère la globalité de la chaîne, donc le risque, le financement, le recouvrement, et donc aussi tout ce qui est scoring. Et c'est en cela qu'on travaille beaucoup avec les opérateurs et avec énormément de données tierces, de manière à alimenter nos algorithmes de scoring. Ce qu'il y a à savoir sur Pledge, donc Pledge est maintenant une filiale à 100% du groupe Crédit Agricole. Donc tout le portefeuille Sofinco a migré sur la tech de Pledge. Donc on processe notamment pour de grands commerçants type Ikea, Fnac Darty, Brico. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre chiffre? Je crois que vous êtes 35 dans cette entité. Ouais, alors exactement, on est encore une petite entité, hein. On est filiale à 100%, mais on est 35. L'idée est de ne pas trop grossir, hein. On veut rester une boîte 100% tech. Sur 35 personnes, on a 50% des profils qui sont des profils tech. Et donc l'an dernier, on a processé 500 millions de prod sur les API de Pledge. Et bien 500 entendu, millions de prod. C'est quoi la définition d'une prod dans vos métiers? donc en fait, la prod, ça va être la somme des paniers qu'on va financer. Voilà, et pour information, hein, ce chiffre devrait doubler cette année, parce qu'en fait, on a migré les grands partenaires du portefeuille Sofinco. Maintenant, on va migrer tous les partenaires des caisses régionales du Crédit Agricole, donc qui représentent aussi pas mal de prod. Donc ça va encore augmenter. D'accord, des belles références, beaucoup de revendeurs, je crois aussi. Oui, ouais, exactement. Très bien, merci Romain pour cette première présentation. Notre second invité, Jean-Pierre Lim. Bonjour Jean-Pierre, Head of Product chez DQE. C'est qui DQE déjà, ça veut dire quoi? Donc, bonjour à tous et bonjour Jérôme. DQE, c'est à peu près 800 clients sur lesquels on va accompagner les entreprises sur pas mal de sujets, notamment la qualité des données, la fiabilisation des données clients, Et avec d'ailleurs, forcément un DQE, ça enjeu veut dire Data Quality, c'est ça? quality everywhere, tout à fait. Et ouais, ouais. Everywhere. Justement, c'est le fait de jouer avec le E pour pouvoir dire qu'on sera partout et qu'on est partout. Et par rapport à l'enjeu d'aujourd'hui, c'est forcément le risque. Comment est-ce qu'on va accompagner nos clients? Quel type de solution on peut proposer? Je ne vais pas tout dévoiler maintenant autour forcément de l'identité et de l'expérience utilisateur. Et une société qui a pas mal de clients, qui fait déjà un chiffre d'affaires significatif, je crois. Tout à fait. Dès que c'est à peu près 800 clients, on approche les 18-19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une acquisition récente également, du coup en Allemagne. Vous avez dû voir au niveau des communications des QE. Et forcément, au niveau des clients qu'on va toucher, ça va être du retail, la banque et de l'assurance. Et forcément, il y en a plein d'autres, mais on va dire qu'on est représenté principalement par ces trois-là. Avec de très belles références dans le secteur bancaire, mais je crois que c'est des acteurs plutôt discrets. Ils n'ont peut-être pas forcément envie qu'on les cite, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Principalement, beaucoup d'entreprises du CAC 40. On va essayer d'aller targeter d'autres entreprises, on va dire, niveau européen, la même taille, même plus grand. L'idée est vraiment forcément de l'expansion et d'accompagner, on va dire, sur les sujets où DQ est très bon, partout dans le monde. Et Pledge est un de vos clients. Tout à fait. Merci Jean-Pierre pour cette présentation. Et notre troisième invité, c'est Alexandre Zermati. Enfin, je dis invité, on est un peu chez vous, parce que vous êtes Product Manager API Identité Anti-Fraude chez Orange, développeur Orange LiveNet. Comment est-ce qu'on peut présenter cette entité d'Orange? On va se tutoyer d'ailleurs, pardon Alexandre. Déjà, vous êtes évidemment les bienvenus
chez Orange, entre guillemets. Donc, en fait, Orange LiveNet, c'est une business unit qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui et qui a comme objectif de mettre à disposition des entreprises, des services, alors, d'antifraude, d'identité, puisque tout ça est dans mon titre, mais aussi de localisation ou de qualité à la demande sous forme d'API standardisées, donc notamment avec les autres opérateurs. Donc on reviendra sur ces notions-là par la suite. Comme je disais, on existe depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. On a au catalogue une douzaine d'API qui couvrent aujourd'hui à la fois la France et l'Espagne. Et notre ambition, hein, c'est évidemment d'être présent dans les pays où Orange est présent. Voilà pour LiveNet. Très bien, alors on va démarrer peut-être par un petit sondage. Alors, connaissez-vous une personne ayant été victime d'une tentative d'hameçonnage ou de phishing ces dernières semaines? Est-ce qu'on peut afficher le sondage pour que les participants soient invités à voter? Alors, je vous rappelle que, est-ce qu'on voit le sondage? Oui. Oui. Alors, c'est dans la zone de conversation sans doute. Donc, hop là, pendant que tout le monde vote, moi je vais vous rappeler un petit peu le contexte parce que ces derniers mois, la CNIL a lancé une alerte. Effectivement, il y a une dégradation des données. 6100 violations de données notifiées en 2025, déjà 2700 incidents au premier trimestre 2026. Il y a une étude de Surfchart qui a d'ailleurs expliqué que la France était le deuxième pays au monde le plus touché par les fuites de données. 23,5 millions de comptes qui auraient été compromis en France au premier trimestre, sur un total de 210 millions à l'échelle mondiale. Et c'est des chiffres qui sont en croissance de 22% par rapport à la fin 2025. Pour le marché français, c'est une hausse de 109%. Et l'étude de Surfshark indique également que les données les plus souvent compromises sont les mots de passe, les noms d'utilisateurs, mais aussi d'autres informations sensibles comme les numéros de téléphone, évidemment, les adresses, numéros de sécu, données de carte bancaire. Donc il y a un sujet désormais en France autour de ça. Et d'ailleurs, le sondage nous le confirme, puisque vous êtes 92% à nous écouter ce matin, à confirmer que c'est un sujet pour vous ou votre entourage ces dernières semaines. Alexandre, le contexte marché, donc il est devenu compliqué en matière de sécurité. Oui, et puis ce qu'on voit, c'est que globalement, donc, le numéro de téléphone mobile est en première ligne. Donc on peut l'expliquer assez facilement. C'est évidemment un identifiant de confiance, pardon. C'est un canal de contact, c'est parfois un facteur d'authentification. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, il fait l'objet de fraude. Donc on l'exploite à plusieurs niveaux, les fraudeurs l'exploitent à plusieurs niveaux. Il peut y avoir des SMS frauduleux, hein, donc, pour pousser des faux liens, il peut y avoir du SIM swap, donc la capacité finalement pour un fraudeur à s'octroyer la swap d'un client par différents moyens, notamment l'ingénierie sociale. Et évidemment le vol d'OTP, donc le fameux code que vous recevez par SMS et qui permet à un fraudeur, par exemple, de prendre le contrôle d'un compte. Donc voilà, donc ça c'est ce point d'entrée finalement est appétissant, on va dire, pour les fraudeurs, parce que justement, ce mobile, c'est pas juste un canal de communication, c'est devenu un point d'entrée pour notre vie numérique. Donc, ces attaques, elles sont jamais isolées. Donc, je prends l'exemple du phishing, j'aime bien cet exemple-là. Donc, l'exemple du phishing, c'est quoi? C'est une fausse entreprise ou un faux banquier, par exemple, qui va appeler un vrai client pour lui faire un vrai virement sur un compte qui, comme par hasard, n'est pas celui du client. Donc tout ça, ça amène à plusieurs micro-fraudes, entre guillemets, qui amènent à la prise de contrôle d'un compte. Alors quand c'est un compte bancaire, évidemment, c'est plutôt embêtant. Donc c'est des chaînes d'attaque qui sont plutôt multicanales, qui touchent l'identité numérique, évidemment la sécurité des comptes. C'est une cible des fraudeurs. J'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que finalement, ce mobile, ça peut être aussi notre meilleur outil de défense. Voilà. Jean-Pierre, chez DQE, est-ce que vous avez également la même analyse, qu'il y a une recrudescence aujourd'hui et que vos clients sont un peu plus bousculés ces derniers mois que ces dernières années? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on observe même depuis plusieurs années. Il y a un changement d'échelle sur le mécanisme de fraude. Les attaques seront plus industrialisées, plus automatisées et plus accessibles. Et pourquoi? On le voit arriver, on va dire chaque semaine ça change, il y a des nouveautés. L'IA a un rôle important dans cette évolution.
Elle aide les entreprises à se protéger, notamment on l'utilise pour voir si on n'a pas des fraudes, des failles de sécurité, etc. et les corriger, on va dire, assez rapidement. Je crois qu'il y a des articles qui parlent pas mal de Claude Mythos, qui fait apparemment beaucoup parler de lui. Mais Claude Code, ou du coup n'importe quelle autre IA ou LLM, permet aussi aux fraudeurs d'automatiser en fait des attaques, de créer eux-mêmes des propres scripts pour automatiser. L'autre revers de ce type de genre d'IA, c'est que l'IA permet de générer du code. On peut générer du Ouais, c'est code, ce on qu'on peut créer appelle des le applications vibe, facilement. le vibe Le vibe coding. coding, Voilà. tout à fait. Et ce vibe coding-là, forcément derrière, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, on va dire, ne sont pas réellement développeurs, qui vont développer. Forcément, ils n'ont pas de notion de sécurité, ils n'ont pas de notion de comment on doit développer pour se protéger de types d'attaques. Donc forcément, derrière, on peut s'ouvrir à beaucoup plus de fraudes et de potentielles failles de sécurité. Et dans ce contexte, le numéro de mobile, pour moi, et pour, je pense, une grande majorité d'entre nous, ça devient un signal de confiance très fort, malgré tout ce qu'on peut dire avec Alexandre sur le SMS OTP, etc. Parce qu'il est plus robuste qu'un, juste pour moi, un simple identifiant comme une adresse email qui peut être vraiment facilement fraudulable et récupérable. Les acteurs de la banque et la finance, évidemment, sont en première ligne. Robin, chez Pledge ou au sein de votre groupe, vous avez également observé une dégradation un peu de ces fuites de données massives et une dégradation de la sécurité des clients? C'est vrai que, alors que ce soit BNPL ou acteur crédit conso plutôt historique, on est assez souvent la cible en fait de ce type d'attaque. Maintenant, nous, côté Pledge, on a plutôt la chance. Alors, on a vraiment pris l'angle tech et on travaille en très étroite collaboration avec les commerçants qui sont nos clients pour demander au client final du coup de saisir le moins de données possible et de nous appuyer au maximum sur ce qui est enregistré par le client final côté commerçant pendant le parcours d'achat. Donc en fait, moins on demande de saisie de données au client et moins il y a de failles possibles. Maintenant, il en existe toujours et en fait, fraudeur, c'est un petit peu un métier, on va dire. Donc il continue sans cesse de s'améliorer. Ils tentent Et c'est leur aussi chance. Exactement, ils tentent leur chance et en fait quand ça passe, on voit qu'il y a une petite faille et qu'il y en a que... Donc il y a des pics d'activité à certains moments. Et nous, notre métier, c'est de monitorer tout ça, c'est aussi d'essayer de trouver des données tierces de qualité, de meilleure qualité, pour pouvoir enrichir en fait le profil du client final, de manière à tout en conservant un parcours client le plus fluide possible, parce que je rappelle, on est quasi sur une expérience de paiement en BNPL, hein, pour essayer de conserver en fait ce parcours client le plus fluide possible, éviter le maximum de fraude avec en fait de la donnée tierce qui vient enrichir nos bases de données et qui viennent enrichir derrière nos algorithmes de scoring. D'accord. En tout cas, c'est peut-être parce que vous avez cette forte expertise en sécurité que d'ailleurs vous avez rejoint le groupe Crédit Agricole, hein, pour le Oui, groupe oui, c'est vrai, bénéficie de votre expertise sur ces c'est sujets. la maîtrise, c'est la maîtrise du risque qui les a séduits. Très bien. Alors, vous avez commencé à en parler tous les trois. Il y a des outils normalement qui sécurisent l'expérience des utilisateurs. Vous avez commencé à parler des SMS OTP. Il y a tout ce qui est proposé aussi par les acteurs bancaires en matière de biométrie. Robin, aujourd'hui, donc avec ces nouveaux types de fraude, on peut contourner, c'est ça, les OTP et les SMS OTP? Ça suffit plus, le SMS Oui, oui, OTP? oui. Ouais, exactement. En fait, à partir du moment où on a mis l'OTP, ça commence ça remonte même un petit peu, hein. Dès les Donc, on premières rappelle semaines. ce que c'est peut-être un SMS OTP. Donc, c'est en gros un SMS, on va devoir saisir un code, hein, c'est ça, et débloquer Exactement. l'accès à son compte bancaire. En fait, on envoie un SMS sur le téléphone du client. Et Donc, OTP, ça veut dire One Time Password. exactement. Et Ouais. donc, le client va saisir le code qu'il a reçu sur la page web pour pouvoir authentifier que c'est bien lui qui est en possession du téléphone actuellement, quoi. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à mettre ces OTP sur le parcours, donc il y avait une sécurité supplémentaire, mais dès les premières semaines, on a pu voir que c'était déjà contourné. Alors, c'est pas avec des acteurs ici, mais par exemple, tous des acteurs de téléphonie prépayés. En fait, c'était assez simple pour eux de contourner en fait ce one-time password. Il y avait des cartes SIM jetables. Voilà, on a eu pas mal de fraudes en fait dès le début. Donc on s'est adapté, hein. L'idée c'est toujours de nous adapter. Et maintenant c'est quand même beaucoup plus robuste.
Ce sur quoi en fait on veut capitaliser, hein, je l'ai dit, hein, nous, le nerf de la guerre pour nous, côté commerçant, c'est la fluidité du parcours. Donc en fait, maintenant, il y a des nouveaux produits qui apparaissent, hein, comme Number Verification, dont on va On parler va en parler. ensuite. Mais oui, en fait, c'est vrai que Les solutions étapes, existantes ne les suffisent plus. solutions existantes, en fait, elles sont assez facilement fraudables au final. C'est sûr. Contournables, voilà. Alors Jean-Pierre, même analyse, hein, c'est des outils qui fonctionnent, mais la fraude ayant évolué, notamment la fraude aux faux conseillers bancaires, où en fait on arrive à influencer les gens pour qu'ils répètent ce code au téléphone. Du coup, il est contourné ce SMS OTP. Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir un peu sur l'histoire du SMS OTP où en gros ça a été une étape assez importante. En gros, à l'époque, je pense il y a quelques années, ça faisait vraiment, c'était vraiment bien d'avoir le SMS Oui, OTP, c'était ça une permettait d'avoir une vérification à deuxième. double facteur, hein, c'est C'est ça? ça, tout à fait. C'était pour moi les prémices un peu de tout ça. Et forcément aujourd'hui ça convient, enfin ça convient plus, ça suffit plus par rapport aux nouvelles formes de fraude et d'ingénierie sociale, justement dont on parle. On va en parler tout à l'heure avec la fraude du faux conseiller. Beaucoup de scénarios, le problème n'est plus technologique, c'est l'humain en fait. C'est l'humain, il faut trouver un moyen de corriger l'humain. En fait, c'est ça la solution, où en gros là on doit tendre, c'est corriger en fait toutes les failles qu'a l'humain pour éviter du coup les fautes. Bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est on va dire ambitieux, mais je me dis qu'avec les API opérateurs, on peut y arriver petit à petit, même avec d'autres acteurs également, mais je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'au bout, mais on peut y arriver. Et surtout, bon, aujourd'hui, avec ce qu'on on a va en dit, parler dans un instant. c'est ça, tout à fait. Au niveau des... Alexandre, oui, oui, pardon, Jean-Pierre. je voulais juste revenir aussi par rapport à la biométrie, ça passe très bien, mais c'est très très lourd à mettre en place par rapport à les solutions qu'on va avoir arriver. C'est beaucoup plus lourd, ça nécessite, on va dire, un décrochage de l'utilisateur, donc il y aura un impact sur le parcours. Et surtout, je me dis que la biométrie, ça marche si le device permet de le faire. Si ça ne marche pas, en fait, on va pas assurer à 100% tous les parcours. Et forcément, là où du coup, si on est côté serveur, donc côté client, donc côté par exemple Pledge ou autre, on intègre ce genre de forme d'API qu'on va en parler après, c'est beaucoup plus simple. Oui, Alexandre, même analyse, hein, quand on met un humain dans la boucle de sécurité, on s'expose à cette nouvelle forme de fraude et d'ingénierie sociale. Oui, exactement. Donc, quelque part, on crée une surface de risque supplémentaire en mettant l'humain dans la boucle. On peut être pressé, on peut être fatigué, et puis être manipulé, hein, et donc donner le fameux code one-time password qu'on reçoit sur son SMS à quelqu'un qui n'est pas forcément bien intentionné. Donc, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais les API Camara On va qu'on en va parler. découvrir En tout par cas, la suite, c'était là. des solutions. Voilà, c'était des solutions qui ont été déployées il y a 10-15 ans, qui ont évidemment Ouais, leur utilité, mais qui ouais, sont peut-être aujourd'hui insuffisantes pour faire face aux nouveaux types de fraude. Alors, on va parler exactement. effectivement tous les trois des solutions type signaux opérateurs et API. Et on va faire un second sondage. Alors, on a commencé à parler des API opérateurs. Alors, parmi les gens qui nous ont rejoints ce matin, quelle proportion connaît déjà bien les API opérateurs? Alors, je crois que c'est pas le bon sondage qui s'est affiché. Voilà. Avez-vous déjà entendu parler des API opérateurs? Oui, non. Et vous pouvez commencer à voter API opérateurs. Bon, on a quand même déjà une majorité de oui qui apparaît. Alors, Alexandre, excuse-moi, je t'avais coupé. Tu avais commencé à nous parler donc des API opérateurs. Pour les quelques personnes qui ne sont pas forcément familières avec ce concept, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Donc, en gros, j'imagine que ça s'appuie sur l'infrastructure télécom des grands opérateurs et concrètement, à quoi ça peut servir? Donc, effectivement, donc, certains d'entre vous, je pense, connaissent Mobile ID qui propose déjà un certain nombre d'API. L'idée des API opérateurs Camara, c'est voilà, on va dire de donner un souffle plus international et standardisé à ces API qui existaient déjà et surtout à compléter ce catalogue. Ça répond finalement à un besoin assez simple, hein, c'est de permettre à des applications, à des services numériques, d'accéder à des capacités télécom donc, qui sont à la fois fiables en temps réel
et surtout sans avoir à intégrer des standards différents. Donc l'idée vraiment, c'est je dirais, de transformer des fonctions réseau en des briques d'API standardisées qui sont directement consommables par les entreprises, les développeurs ou n'importe quelle plateforme. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle déjà aujourd'hui alors c'est ici sur le slide, vous le voyez, mais de 291 opérateurs dans le monde. Ça couvre 80% des connexions mondiales. Je précise que les 4 opérateurs en France sont déjà impliqués ou évidemment engagés dans la dynamique. Donc aujourd'hui, on propose peu ou prou le même catalogue d'API. Et c'est pas anodin parce que c'est vraiment ça l'ambition, c'est de créer cette sorte de masse critique qui va créer un socle commun et qui va permettre voilà, de déployer pour les entreprises une API pour tous leurs clients, qu'ils soient de tel opérateur ou d'un autre opérateur, quel que soit le marché. Voilà. Donc, c'est vraiment ça l'ambition de Camara, et ça couvre l'identité et la prévention de la fraude, mais ça couvre aussi plein d'autres domaines. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc l'idée, c'est voilà, des API qui rendent finalement les parcours plus fluides pour les utilisateurs, mais qui sont aussi plus simples pour les développeurs et les intégrateurs. Donc c'est un peu ça la promesse Et Camara. on va présenter dans quelques minutes le détail des 3 principales API qu'on voulait présenter ce matin. Jean-Pierre, les API, c'était jusqu'à présent plutôt un sujet pour les acteurs de l'informatique. Mais vous, quand vous avez vu arriver ces opérateurs, il y a 4-5 ans, vous avez décidé de les proposer à vos clients. Vous avez vu une vraie valeur ajoutée? Tout à fait. En gros, on participe à la fluidification en fait, du parcours, de permettre de pouvoir contrôler la donnée, la cohérence. On propose plus une solution en fait où on demande au client de saisir. On peut vraiment vérifier la cohérence des informations qu'il est en train de saisir avec ceux de l'opérateur. Donc la plus-value était, Ça se fait dans les coulisses, hein, c'est ça? Il y a une sorte c'est ça, d'échange d'informations avec le tout réseau à fait. des Le opérateurs. réseau des opérateurs, tout à fait. C'est vraiment on va dire, du pas vu. C'est vraiment ce qu'on appelle des API silencieuses, sur lesquelles, en gros, ça va donner une forme de scoring à nos clients. Et du coup, c'est à nos clients, partant de ce scoring-là, de prendre la bonne décision. Et DQE, vous avez vraiment été pionnier, hein, parce que Alexandre parlait d'une première génération d'API opérateurs lancée, je crois, en 2019. Hein, il y avait Orange SFR et Bouygues, et vous avez un peu essuyé les plâtres. Vous avez lancé ces premières générations d'API très tôt. Hein. C'est ça, tout à fait. On a participé même à plusieurs réunions avec la F2M, où en gros, on a essayé de comprendre les API de chaque opérateur. Et on va Et on dire que rappelle c'est que la F2M, c'est l'association qui est là pour valoriser les solutions opérateurs, aussi bien dans les API que dans le messaging et le paiement. Et donc, vous avez participé aux travaux de conception de ces API, c'est ça? Ou de non, on n'avait pas le co-conception? droit, Non? on n'avait pas d'autre mot à dire, mais on participait lors de ces points-là pour comprendre un peu les API de chacun, on va dire la direction produit aussi de chaque opérateur. On va dire que Orange a été les premiers à proposer quasiment toutes les API sur Mobile ID. Il y a eu des autres opérateurs ont mis un peu plus de temps à arriver, donc du coup on était plus présent pour accompagner. Ce que plus on a d'opérateurs, plus nos clients en fait allaient répondre. Si on ne peut pas arriver et présenter que 20% du marché ou 30% du marché avec Orange. Très Mais c'est bien. vrai que les Déjà, standards. pas mal d'historique sur ces standards. Ouais. Et puis, vous étiez sur Mobile ID et logiquement, vous allez également sur cette seconde génération d'API opérateurs qu'on va appeler les API Camara, et on en reparlera également tout à l'heure. Robin, chez Pledge, vous utilisez des API. Comment vous avez découvert ces API opérateurs? C'est DQ qui vous les a présentés? Non, bah en fait, comme je disais, nous, on est côté Pledge, on est très friand de la fluidité des parcours. Donc l'idée, c'est comme tu le mentionnais avant, hein, d'avoir des API qui vont permettre de faire des authentifications silencieuses sans demander de données supplémentaires au client final. Et en fait, on travaille déjà avec une société qui s'appelle ThreatMetrix, en fait, de LexisNexis, qui nous fournit pas mal de données. Et à un de ces événements, en fait, j'avais entendu parler de DQE, donc c'est comme ça qu'on s'y est intéressé. On travaille aussi avec d'autres, bien entendu, hein, d'autres entreprises qui fournissent de la donnée tierce. Mais c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de DQE, donc on a tout de suite été séduit par la solution parce que ça va être j'ai envie de dire de la donnée du monde réel, en fait, la donnée des opérateurs de téléphonie mobile. Il y a vraiment quelque chose de physique derrière. Donc c'est vraiment un marqueur supplémentaire, nous, pour être plus pertinent d'un point de vue KYC. Et donc en fait, on a assez rapidement échangé avec DQE et on a pu intégrer leurs API par la suite. C'était relativement nouveau que des opérateurs télécoms proposent ce type de solution informatique.
Ouais, exactement. Il en existait beaucoup sur de la donnée tierce, que ce soit réseaux sociaux par exemple, que ce Mhm. soit données de localisation, enfin pas mal d'autres données. Sur les opérateurs téléphonie, en effet, c'était assez nouveau. Et en fait, on se disait qu'il y avait surtout une tierce partie qui en fait était l'opérateur, hein, que ce soit Orange ou les autres, qui validait en fait cette partie KYC pour nous. Donc c'est pour ça qu'on était assez séduit en fait de base par la solution. Très bien. Alors, on va s'intéresser plus en détail justement à 3 API et on va commencer par KYC Match, KYC, Know Your Customer, une API qui, je crois, a changé de nom, qui a dû s'appeler Match ID, si je dis pas de bêtises, dans les premières versions et qui désormais s'appelle donc KYC Match. Alexandre, est-ce qu'on peut présenter cette API? Quelle est son utilité et comment elle fonctionne? Alors, KYC Match, c'est une API qui va être notamment utilisée lorsqu'on s'inscrit, par exemple, à un service, qu'il soit web ou mobile d'ailleurs. Donc, on appelle ça l'onboarding. Et donc, c'est une API qui va vérifier les informations qui sont rentrées par l'utilisateur. Donc, je vais illustrer ça très concrètement. Jérôme, tu as un prénom, avec des accents. J'imagine qu'il y a des Jérômes qui ne mettent pas d'accent, mais tu peux l'écrire toi-même différemment en fonction des formulaires. Donc, imaginons que tu t'inscrives à un service. Si dans le formulaire où tu dois mettre tes données personnelles, tu mets Philippe, l'API va renvoyer l'information comme quoi ce n'est pas le prénom que l'opérateur connaît de ta ligne. Donc, elle va renvoyer false. Donc, Philippe, on sait que c'est pas Philippe qui s'inscrit. Si tu mets exactement ton prénom tel qu'il est renseigné dans la base de données opérateur, dans ce cas-là, l'API va renvoyer true, donc vrai. Et après, si tu mets pas d'accent, par exemple, l'API va renvoyer un score. Voilà. Un score de véracité, entre guillemets, de l'information. Donc cette API, elle fonctionne comme ça. Elle permet de vérifier de manière rapide et standardisée, pardon, si les informations qui sont fournies lors de ce parcours d'inscription correspondent bien aux données qui sont détenues par l'opérateur, en l'occurrence ici Orange. Donc voilà, donc c'est particulièrement utile notamment lors des ouvertures de compte et ça permet finalement de détecter plus tôt les incohérences, on va dire, voire même les usurpations et les tentatives d'ouverture de compte frauduleuses, quoi. C'est ça, donc un contrôle de cohérence qui sert à des questions de sécurité, mais qui permet aussi de fluidifier les parcours avec une saisie plus rapide. Alors, il y a une autre API qui permet une saisie plus rapide, c'est KYC Fill-in, qui là va permettre d'auto-remplir, de faire la complétion du formulaire automatiquement à partir des données opérateurs disponibles. Voilà. Très bien. Jean-Pierre, KYC Match, ex-Match ID, je crois que c'est la première API opérateur que vous avez déployée chez DQE. Tout à fait, ouais. C'est la toute première API qui, du coup, a répondu à un besoin client, bien sûr. Mais oui, c'est la première API qu'on a développée chez DQE. Tout simplement par ce côté où, en gros, l'opérateur va renvoyer un signal de cohérence entre l'identité qui est déclarée, donc comme a très bien dit Alexandre, et le numéro de mobile qui est utilisé. Donc ça se trouve, si je fais un parcours en utilisant le numéro de mobile d'une autre personne, forcément les informations que je vais mettre pour m'envoyer quelque chose ou acheter quelque chose, ce ne sera pas la même. Et en gros, tout comme l'a dit Alexandre, moi je vois le signal, enfin ce type de signal, il est devenu intéressant sur les parcours d'onboarding, mais le paiement et le crédit également. Il ne faut pas oublier que toute cette phase-là de parcours, enfin d'éléments ou de parcours ou de but est quand même assez important. Je ne vais pas pouvoir citer le client, mais sur certains cas d'usage, on a observé un taux d'abandon ou un taux de réduction de fraude de 50% à la personne, donc plus sur de l'usurpation d'identité, à cause de toutes ces grâce en fait au score qui est renvoyé par le KYC Match. Ah oui, donc c'est quand même significatif, moins 50% uniquement grâce à ces API. Tout à fait. 50%, ça reste énorme, sachant que je ne peux toujours pas vous dire le client, mais il est assez gros, donc très très bon. C'est les API donc qui reposent sur les données personnelles. Il y a une question de Julien Masson sur la question du consentement. Je crois que la question du consentement a évolué d'ailleurs sur cette API. Tout à fait. En gros, on va dire que côté opérateur, ils ont
mis des notions en place, notamment avec leur équipe juridique, qui est l'intérêt légitime. C'est-à-dire que tant que le parcours est, on va dire que le use case est dans l'intérêt légitime de la fraude, enfin, etc., on peut se passer du consentement. Initialement, il y avait peut-être une demande de consentement, mais effectivement, ça rallongeait les parcours clients. Et désormais, on estime que dans le cadre du RGPD, on peut invoquer l'intérêt légitime et donc on peut traiter cette donnée personnelle sans forcément demander un consentement. C'est bien ça. C'est ça. En fait, si je peux me permettre d'intervenir juste une seconde, Jérôme, là-dessus, effectivement, l'idée, c'est l'intérêt légitime, c'est l'équilibre entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de l'utilisateur. Donc, dans certains cas, quand il s'agit de protéger notamment l'utilisateur d'un éventuel piratage de compte, il n'y a pas forcément besoin, en tout cas, on peut dire que c'est de l'intérêt légitime et donc il n'y a pas forcément de consentement explicite. Après, il y a tous les autres cas, effectivement, où là, il y a un consentement explicite et dans ce cas-là, voilà, il y a un petit pop-up qui permet de le demander. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est bien de rappeler que l'intérêt légitime est écrit noir sur blanc comme un des cas d'usage dans le règlement général pour la protection des données dont nous fêtons les 8 ans. C'est une base légale. Il y en a C'est une 6. base légale, donc voilà. Effectivement. Robin, est-ce que vous utilisez ce type d'API également chez Pledge? Ouais, on l'a intégré au tout début en fait de la relation avec DQ. C'était un peu le produit d'appel. Donc on a intégré ces API. Elles ont beaucoup tourné en prod chez nous. Elles continuent de tourner et c'est pertinent. Après, malheureusement, comme je l'ai dit, hein, nous on essaye d'avoir de la donnée additionnelle qui vient de tout un tas d'autres bases de données et se pose un peu la question du business model quand même. Donc c'est un peu un doublon par rapport déjà avec d'autres données que vous avez peut-être? C'est pas forcément un doublon, hein. Il y a une vraie plus-value en fait à avoir cette donnée. Mais c'est vrai que si on regarde, donc nous on va vraiment mesurer les points en fait des features dans nos algorithmes de scoring. Cette feature-là est quand même moins prépondérante que d'autres dans l'algo. Mais son coût par contre est possiblement en fait un peu plus élevé que d'autres API tierces qu'on appelle. Donc je pense vraiment que c'est un produit d'avenir parce que ça permet de déporter le KYC sur cette partie tierce qui est l'opérateur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un sujet business model peut-être à revoir. Nous, malheureusement, les sociétés de BNPL au global, c'est un business plutôt d'acquisition client où les marges elles sont plutôt faibles et on est toutes plus ou moins des boîtes tech, donc on va faire beaucoup d'appels API à des boîtes tierces. Donc on fait vraiment attention à calculer le ROI de chaque appel API. Et c'est vrai que pour cette raison, on a un peu réduit le nombre d'appels en fait, qu'on fait à des QE sur cette partie KYC Match. En tout cas, on entendait Jean-Pierre nous dire qu'un de ses gros clients dans le monde de la banque avait vu une réduction de 50% des taux de fraude. Donc peut-être que dans d'autres verticales, dans le secteur bancaire et financier, le business model, la question du business model ne se pose pas. Très bien, en tout cas, on a évoqué cette première API, KYC Match, et on va s'intéresser à une seconde API, Number Verification, qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelait Number Verify il y a encore quelques mois. Alexandre, comment elle fonctionne, cette API, et à quoi elle sert également? Si je dois la pitcher rapidement, c'est ce qui va remplacer petit à petit le fameux SMS OTP, donc le SMS One Time Passport, le fameux SMS que vous recevez quand vous vous authentifiez sur certains de vos services. Donc l'idée, c'est que cette API, elle va vérifier que le numéro de téléphone qui appelle l'authentification d'une application est bien celui qui est connu par l'application. Donc, par exemple, le numéro de référence ou de contact de votre application bancaire ou de votre compte de je ne sais quel e-commerçant. Peut-être que là, on peut quand même lancer la vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez l'ancien flow SMS que vous connaissez tous et la partie number verification. Et donc, vous voyez que on a deux logiques assez différentes. Dans un premier temps, avec number verification, je vais pouvoir directement aspirer, entre guillemets, en tout cas, avoir le numéro de téléphone de l'utilisateur, et je n'aurai juste qu'un consentement à donner pour que la vérification soit faite. Et voilà, en 26 secondes, j'ai fait mon parcours, alors que avec l'ancien flow SMS,
Et bien là, j'en suis à 36 secondes et j'ai pas encore terminé. Il faut que je copie-colle le fameux code que vous avez reçu sur votre application SMS. Donc là, on voit Et qu'on donc, gagne beaucoup de clics et on gagne beaucoup de temps surtout. alors, on gagne du temps, mais surtout, voilà, c'est deux logiques très différentes. À Ouais, gauche, avant, il fallait que l'utilisateur saisisse lui-même un numéro de téléphone, il recevait un code, il validait. C'était là où il y ouais, avait ce problème de fraude à l'ingénierie sociale, parce que si on répétait ce code à un tiers, on pouvait finalement contourner la sécurisation. Là, il n'y a pas de saisie de numéro de téléphone avec cette exactement. API, hein, c'est ça? Exactement. Donc c'est encore plus, du coup, c'est encore plus sécurisé parce qu'il n'y a pas l'impact humain voilà, qu'on évoquait tout à l'heure. Et par contre, là, contrairement à ce qu'on disait, c'est pas l'intérêt légitime. Là, il faut confirmer qu'on accepte la récupération du numéro. Oui, alors Number Verification, dans sa version 1.0, peut-être utilisé dans le cadre de l'intérêt légitime. Sur cette version qui est la nouvelle version, la 2.1, disponible sur Android notamment, on a fait le choix de proposer comment on va chercher le numéro de téléphone de l'utilisateur, de lui demander son consentement. Voilà, tout simplement. Dans le premier cas, la 1.0, on va juste vérifier le numéro de téléphone. Dans le second cas, on va transmettre le numéro de téléphone à l'application. Donc, il est important qu'on puisse demander le consentement dans ce cadre-là. Et donc, ça permet aux clients de cette API donc d'avoir la certitude que le numéro de téléphone saisi est bien celui de la personne qu'ils ont en face. Jean-Pierre, c'était un use case très demandé par vos clients, notamment pour remplacer le SMS OTP. Oui, tout à fait. On va dire que le use case de Pledge, avec Robin qui va vous détailler tout ça juste après, est très prometteur. En gros, le number verification, cette authentification silencieuse, va permettre en fait de quasiment, on va dire, oublier l'OTP SMS par en fait ce qu'on appelle l'authentification silencieuse, pour moi qui est quasiment invisible, sauf pour la 2.1 API Camara d'Orange. Mais oui, quasiment invisible pour l'utilisateur, de telle sorte à ce que du coup, l'authentification, en fait, elle est fluide. Il y a une forte Très bien. attente. Alors, ouais. Il y a une forte attente des clients, nos clients à nous, tout simplement parce que euh, on va dire que l'OTP SMS ou même l'OTP par mail ou autre, on peut avoir plusieurs versions, ça crée un décrochage du client. En fait, il est obligé de sortir, aller récupérer le code, le renseigner et revenir dans le parcours. On va dire que ça crée un décrochage. C'est pas, on va dire, le parcours le plus optimum et le plus fluide qu'on peut proposer à des utilisateurs finaux. Très bien. Alors, Jean-Pierre l'a évoqué, chez Pledge, Robin, vous l'avez déployé, je crois, il n'y a pas très longtemps, hein, fin 2025, début 2026. Comment s'est passé ce déploiement? Est-ce que vous avez déjà des bons chiffres à partager? Oui, on a déjà en fait, on a déjà des chiffres, hein. Donc, pour information, côté Pledge, on a à peu près 70% des paiements qui passent par mobile. Quand on est en boutique, en fait, on fait en sorte qu'il y ait une micro-étape qui passe sur le téléphone du client. Et en fait, on assiste au fait qu'en e-commerce, on a aussi beaucoup de paiements mobiles. Donc là, à ce jour, on a à peu près un quart des paiements qui se font via OTP silencieuse. Normalement, en fait, ça devrait bien évoluer, hein, avec le passage sur Camara, qui notamment devrait comprendre en fait, le fait que ça fonctionne également quand le téléphone est sur Wi-Fi. Et que ça fonctionnera également avec le quatrième et dernier gros acteur qui va également arriver sur Camara. Alors oui, donc Euh, qu'on comprenne, vous avez déployé donc les API de première génération, vous travaillez avec les trois opérateurs pour l'instant, donc hors free, et il y a déjà, en quelques mois, un quart de ce qui passait avant en SMS OTP qui a basculé sur les API, hein, c'est ça? ouais, exactement. C'est Exactement. quand Donc même en fait, très rapide en quelques mois. un quart de notre clientèle en fait, passe sur ce nouveau système où en fait, il y a une étape en moins. Donc pour nous, acteurs, toujours pareil, hein, fluidité du parcours, c'est vraiment un gros gain quand même, une étape en moins, hein. Très bien, donc en à peine quelques mois, vous avez senti évidemment une forte accélération, et ça va encore s'accélérer avec l'arrivée du quatrième opérateur pour couvrir tous les use cases de paiement mobile. Exactement, ouais. Et je crois qu'il y a aussi un sujet autour du Wi-Fi. Exactement. En fait, on pense que ça va plutôt en fait, ça va même doubler, hein. On va passer de 25% à 50% d'OTP silencieux là dans les prochains mois. Une fois que D'authentification silencieuse, parce qu'effectivement, ce n'est pas des ouais. SMS OTP. Oui, Ouais. oui, exactement, ouais. D'authentification silencieuse. Une fois que côté des QE, tout sera passé sur Camara, ce qui devrait arriver là très prochainement sur juin, si je dis pas de bêtises.
D'accord, donc peut-être qu'à la rentrée, déjà la moitié de ces authentifications seront traitées par API. C'est votre objectif. Ah bah même fin juin, Fin juin, donc ça va aller très très vite, hein. on espère. Et donc, on le disait, ça fluidifie et ça sécurise les parcours de vos clients. Ouais, complètement. Donc, c'est très positif. Je vois que l'heure tourne, il est déjà 11h40. Alors, on a parlé de KYC Match, on a parlé de Number Verification. Un petit mot également sur la troisième API dont vous voulez parler ce matin, SIM-Swap. Alexandre, c'est quoi la promesse de cette API? Comment elle fonctionne? En fait, cette API, déjà, elle répond à un problème très simple qui est celui du SIM swapping. Le SIM swapping, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont certains fraudeurs à s'emparer de votre SIM. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, avec toutes les déconvenues qui peuvent survenir dans ce cas-là, notamment, comme toujours, hein, l'interception, par exemple, du one-time password qui vous a envoyé pour vous authentifier à votre compte de e-commerçant ou de banque ou autre. Donc l'idée de SIM-Swap, c'est assez simple, c'est de détecter un changement récent de carte SIM. Donc l'API va interroger l'opérateur pour savoir s'il y a eu un changement récent de SIM sur la ligne. Si c'est le cas, s'il y a eu un changement de carte SIM, admettons il y a 5 heures sur par exemple ton compte Jérôme, potentiellement c'est un signe inquiétant, ou en tout cas il faut se méfier de l'authentification en cours d'un point de vue application. Et donc là, après, l'application met en place d'autres vérifications. En tout cas, nous, on donne ce signal pour dire attention, il y a eu un changement de carte SIM très récent. On n'est pas sûr, du coup, que ce soit la bonne Et donc personne qui est en face de et son donc le téléphone. client peut prendre des mesures de sécurité supplémentaires Oui, parce qu'il y a un doute sur la propriété de la carte SIM. exactement. Jean-Pierre, cette API, c'est un gros sujet aussi pour vos clients en France ou en Europe? Plutôt en Europe, on va dire que c'est un sujet qui est qui est un sujet historique, hein, le SIM swap au Royaume-Uni et aux États-Unis. En France, en fait, on le voit un peu moins. Est-ce que c'est parce que elle est moins présente ou on arrive moins bien à la détecter? Je ne sais pas. Peut-être que, on va dire que ce qu'on appelle le eSIM, on va dire que tout le monde migre sur du eSIM, peut-être ça va peut-être engendrer un peu plus ce phénomène. Je ne peux pas le dire. Après, l'intérêt du SIM-Swap, c'est sa capacité à enrichir en fait un moteur de scoring global. Tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Dire qu'une carte Mm. SIM a été swappée il y a 5 heures, bon, c'est une information comme une autre. Pour moi, il faut qu'on l'ajoute à un moteur de scoring global, notamment avec d'autres providers ou un KYC match, hein, ça peut être très bien Mhm. là-dedans. Quand on voit que tout est trop corrélé ou trop éloigné, ça peut être des signes de fraude potentielle. Voilà, tous ces petits signes mis bout à bout confirment qu'il y a un schéma de fraude et donc ça peut être utilisé. Donc c'est plutôt dans quel pays que la question se pose? Plutôt au Royaume-Uni, Au c'est là où en Royaume-Uni? gros on entend beaucoup plus parler, et les États-Unis également, sur ce genre de fraude. Très bien. Robin, Pledge est pas encore déployé, je crois, au Royaume-Uni, mais est-ce que c'est des API aussi qui ont du sens pour votre activité? Alors, on l'a eu utilisé, il y a quand même un peu moins de sens parce qu'on a beaucoup moins de fraude sur ce. Enfin, on observe assez peu en final ce type de fraude côté Pledge. Donc on l'a assez peu utilisé au final. Très bien. En tout cas, 3 API qui contribuent à sécuriser les parcours, hein, on le répète, hein, KYC Match, Number Verification et SIM-Swap. Alors, on pourrait craindre que ça dégrade un peu l'expérience utilisateur. On va faire un troisième et dernier sondage pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous connaissez les taux d'abandon de vos prospects lors des phases d'onboarding? C'est une question peut-être un peu spécifique, euh, mais évidemment, c'est un sujet qui est très lié dans l'acquisition de prospects. La plupart des gens qui ont voté ne connaissent pas ces chiffres. Mais en tout cas, on peut se poser la question parce que toutes ces couches de sécurité, elles pourraient créer de la friction. Est-ce que l'expérience utilisateur reste stable? Robin, quelle est l'expérience de Pledge sur ce sujet? Number verification, c'est un vrai gain parce qu'en fait, c'est une étape de moins. Il faut avoir en tête aussi que nous, côté acteur fintech, notamment sur la partie BNPL, on va
bientôt, en fait, en novembre 2026, on a la DCC2 qui arrive, où on va petit à petit aller vers un souhait d'être Ça va converger avec le régularisé monde sur du les crédit, hein, c'est activités. ça? Exactement. Du coup, au final, ça va peut-être engendrer quelques étapes en plus. Donc, une étape en moins, c'est toujours bon à prendre. Donc, pour nous, il y a un vrai gain là-dessus. Après, il faut avoir en tête que je parlais du business model tout à l'heure, hein, sur KYC Match. Là, pour le coup, sur Number Verification, le business model est assez sympa, puisqu'en fait, on est quasi de l'ordre de coût d'un SMS. Donc, en fait, pour nous, c'est pareil et c'est même mieux parce que c'est une étape en moins. Donc vraiment, ce produit Number Verification, pour nous, il est vraiment pertinent. D'accord, donc ces API, globalement, elles améliorent la sécurité sans pour autant dégrader l'expérience des utilisateurs. Vous confirmez C'est ça, ce point. c'est ça. Euh, donc, je regarde les réponses au sondage. 92% des sondés disent qu'ils ne connaissent pas ce chiffre. Oui, parce qu'il y a la sécurité d'une part, mais il y a aussi l'expérience utilisateur. C'est important d'un point de vue business, Jean-Pierre, pour vos clients. C'est vrai, tout à fait. En gros, je pense depuis un moment, hein, par le passé, sécurité et fluidité, en fait, c'était totalement opposé. En gros, on va se dire, bah, si je veux sécuriser, je vais rajouter plein d'étapes de vérification, plein d'étapes où je vais demander davantage d'informations, aller voir ailleurs, etc. Et c'est là où, du coup, les API opérateurs vont contrebalancer ou même contredire, en Donc, fait, cette donc règle. oui, parce que avant, plus on rajoutait de sécurité, plus on dégradait l'expérience utilisateur. Et C'est ça. j'imagine que les équipes marketing, les équipes business, elles disaient, on va dans la mauvaise direction. C'était pas leur intérêt. C'est ça. En gros, je pense que l'impact, ça a été une acquisition plus faible. En taux de clients qu'on avait, un drop énorme, hein. On peut dire qu'il y avait 100% au début et il n'y avait plus que 5% à la fin du parcours. On va dire que là, maintenant, sur la digitalisation en fait, des plateformes, on va vouloir réduire en fait, ce taux d'abandon. Et en gros, avec les API opérateurs, si les signaux sont positifs, on simplifie. Si, par contre, les signaux sont négatifs, donc en gros, on est sur des cas où en gros, on risque d'avoir de la fraude, à vous, côté client, de rajouter des contrôles supplémentaires, des sections supplémentaires. Après, il faut jauger de la perte d'un client et la perte financière qu'il peut y avoir potentiellement à la fin. Ouais, Alexandre, c'est pour ça qu'on parle d'authentification silencieuse ou d'authentification invisible, hein. On renforce la sécurité sans dégrader l'expérience utilisateur. Ouais, exactement. Et donc, effectivement, moi, je pense que ça a été dit par mes camarades, mais finalement, en donnant ces signaux de confiance, on aide, soit directement, soit indirectement, à éviter de punir les gens qui ne sont pas des fraudeurs, finalement, en leur imposant voilà, des mécaniques d'authentification trop compliquées. Donc, c'est ça la bonne sécurité, elle doit s'adapter au niveau du risque. Et nous, avec ces signaux de confiance, on aide, je pense en tout cas, à ce que les entreprises adaptent leur parcours au niveau de risque qui est détecté grâce à ces API et aux autres données, naturellement, qui peuvent être collectées. Très bien, on va vous donner la parole dans un instant, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de conversation du chat. Avant ça, juste je voulais revenir sur un point, Alexandre. On le disait avec Camara, ce sont désormais des API qui se déploient à l'échelle globale. On peut rappeler, je crois qu'il y a plus de 200 opérateurs à travers le monde. Ça sera la même technologie partout dans le monde, hein. Oui, c'est ça, l'idée, c'est d'avoir un standard, hein. Donc, ce standard, il doit devenir finalement un socle d'innovation pour toutes les industries. Et donc, c'est effectivement ça l'idée, c'est que on puisse tous avoir le même standard d'API. Donc, il y a un catalogue qui est consultable sur le site de Camara, d'ailleurs, hein, où vous pouvez aller voir toutes les API qui sont standardisées et celles qui sont en cours de standardisation. Donc de mémoire, je crois qu'on est à 30 ou 40 API standardisées et une vingtaine qui sont en cours de standardisation. Donc voilà, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour faire des super recettes en matière de sécurité, d'antifraude, mais également dans d'autres domaines, la localisation et j'ai envie de dire la limite ici, c'est l'imagination des entreprises en ce qui concerne l'utilisation de ces API-là. Nous-mêmes, on va sortir bientôt 2 nouvelles API. Une API, justement, on parlait du consentement, une API qui va permettre justement d'améliorer les parcours de consentement, ça s'appelle Consent Info. Donc ça sera disponible dans le mois de juin. Et puis, une seconde API qui s'appelle KYC Tenure. Donc KYC, vous savez, c'est Know Your Customer, qui permet de vérifier l'ancienneté d'un compte mobile auprès d'un opérateur. Donc là aussi, c'est un peu comme SIM Swap.
Si un compte mobile est trop récent, ce n'est pas forcément un bon signe. Donc ça aussi, c'est un nouvel indice qu'on pourra donner aux entreprises qui le souhaitent pour améliorer la sécurité de leur application et éviter le piratage de compte. Voilà. Voilà, comme disait Jean-Pierre, des signaux supplémentaires pour améliorer le moteur de scoring. Jean-Pierre, vos clients français qui ont déjà été séduits par les API sur ce marché, elles vont pouvoir les déployer désormais dans leurs filiales à l'étranger? Oui, tout à fait. En gros, on va dire le frein qu'on avait, et on va dire qu'on a quand même pas mal subi le début de Mobile ID, si c'était pour refaire l'exercice, on n'allait pas le faire. Ça, c'est sûr, on allait dire, bon, on peut Oui, pas. si chaque pays avait sa propre C'est techno, ça ça. n'aurait pas été rentable. Ouais. Chaque pays et chaque opérateur avait sa propre techno. Là, maintenant, avec Camara, l'idée, c'est que là, on est en train de faire, on est en train de faire l'exercice avec 4 opérateurs français. On sait très bien que si demain on doit aller en Espagne, puisqu'on est en train de voir l'Espagne, après il y a l'Allemagne également, et que les opérateurs ont leur API déjà disponible grâce au projet Camara, on pourra voir ça très facilement. On pourra y aller très facilement. En 1 mois, 2 mois, on pourra dire que les API sont live et disponibles. Donc, voilà, ça donne beaucoup plus de facilité. Donc ça va dans le bon sens. Robin, justement, Pledge a déployé ses API sur le marché français. Avec la nouvelle génération d'API, là, vous allez pouvoir adresser l'international plus facilement? Oui, et c'est prévu cette année en fait, hein. Le Portugal devrait arriver en juillet. On va poursuivre ensuite jusqu'à fin d'année avec en suivant l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne dans l'ordre. Et ensuite en 2027, on parlait du UK avant. En fait, on devrait étendre sur 20 pays en Europe, notamment en fait via la couverture Crédit Agricole qui est déjà présente dans un grand nombre de pays. Donc ça devrait se faire beaucoup plus simplement pour nous. Ah oui, donc ça va aller très très vite, hein. 20 pays en Ça devrait aller très quelques mois. Donc on sent voilà, la bascule avec cette seconde génération d'API opérateurs, où là on peut partir à l'international et on comprend bien les gains. Alors, on va faire rapidement une session de questions-réponses avant de vous demander à tous les trois un mot de conclusion. On a 3 questions. Nader qui nous demande, est-ce que l'IA peut être utilisée pour améliorer la précision des API Camara d'antifraude? Qui veut répondre? En fait, la question, c'est de savoir. Je pense que l'IA peut effectivement amener de nouveaux outils, ou plutôt un mélange et une intelligence des données qui sera sans doute améliorée. Mais là, j'ai peut-être envie de dire, est-ce que Jean-Pierre, vous, j'imagine que vous avez pensé à ça également de votre côté, ou Robin? Nous, Jean-Pierre, l'IA? allez-y. Mon côté IA, c'est vrai que on est en train de réfléchir à des moyens, on va dire, de l'instaurer ou de l'ajouter au niveau des solutions. Mais on va dire que l'IA, ça reste probabilistique. C'est-à-dire que je ne peux pas l'automatiser de telle sorte à ce que du coup, ça prenne les décisions à la place d'un humain. Je ne peux pas, hein, pour l'instant. On va dire que les modèles ne le permettent pas. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas demain ou après-demain ou dans un futur proche. Mais en l'état actuellement, le fait qu'il y ait une possibilité qu'il se trompe fait que l'automatisation n'est pas possible. Très bien, je vais accélérer parce que l'heure tourne. Une question de Guillaume Hermelin. Est-ce que ça fonctionne sur les mobiles d'entreprise? Guillaume me dit que ce ne sont pas toujours les mêmes systèmes d'information en fonction des marchés grand public ou entreprise. En fait, ça dépend des API. Donc, Number Verification ou SIM-Swap, ça fonctionne. KYC Match, pour une raison un peu évidente, qui est que les informations seront plutôt celles de l'entreprise, ne fonctionnent pas sur les flottes. Très bien. Et on a Donc, une faut troisième... regarder entre API par API là-dessus. Très bien, on a une troisième question de Maxime Godot. Si on intègre l'API KYC Match d'Orange, est-ce que ça ne fonctionne que pour les numéros Orange ou est-ce que ça gère tous les opérateurs? Alors, vous pouvez intégrer l'API Orange et ça fonctionnera uniquement sur les numéros Orange. Après, l'aspect standardisation, ça permet on va dire, d'avoir un code moins compliqué à délivrer, même en adressant plusieurs opérateurs. Jean-Pierre, un complément là-dessus? En gros, oui. C'est le rôle en fait des agrégateurs comme des QE d'intégrer en fait les API de tous les opérateurs. Et vous, enfin côté client, vous avez qu'un seul point d'entrée. Vous renseignez le numéro de téléphone. Nous, on se débrouille pour savoir à qui appartient ce numéro de téléphone, enfin chez qui est le numéro de téléphone en termes d'opérateur. Et nous, derrière, on lance le parcours de cet opérateur-là. On ne s'amuse pas à relancer chez tous les opérateurs. D'accord. Très bien. Donc,
on avait ces 3 questions. Pas d'autres questions a priori. Je vais vous demander à tous les 3 peut-être un mot de conclusion. Robin, ces API, ces signaux opérateurs, donc c'est une technologie qui vous satisfait chez Pledge? Number verification est vraiment très apprécié, parce que comme je l'ai dit, hein, ça permet d'enlever une étape dans le parcours, et ça permet d'avoir quand même une authentification qui est relativement bonne en fait, du client où on se repose sur les opérateurs. Donc oui, en effet, hein, cette technologie, pour le coup, on va vraiment essayer de la déployer à plus grande échelle dès que possible, et notamment avec Camara. Donc en effet, c'est une techno qu'on apprécie assez fortement chez Pledge. Très bien et merci en tout cas Robin pour ce témoignage, ce matin. On invite, tout le monde à avoir recours aux solutions de Pledge pour, les paiements fractionnés. De soutien colis. Jean-Pierre et désormais, parce qu'effectivement, il y aura une convergence avec le monde du crédit conso. Jean-Pierre, ça serait quoi le mot de conclusion pour ODQ? Vous avez essuyé un peu les plats ces dernières années, ça y est, c'est parti et ça marche. C'est parti et ça marche. Et là, on est assuré qu'avec Camara, ça va continuer à marcher. Et moi, ce qui m'intéresse forcément, c'est vraiment l'expansion, le fait que ce soit un projet mondial et les nouvelles API, notamment, Alexandre, tu as dit tout à l'heure la partie localisation réseau ou d'autres signaux potentiels, Tenure par exemple, car ici Tenure, ça pour moi, ça va être un autre axe d'amélioration, je crois déjà demandé par certains clients de notre côté. L'idée, en fait, c'est de venir ajouter des signaux supplémentaires pour permettre en fait à nos clients de prendre les meilleures décisions et non pas aller dans la précipitation et prendre du risque et en fait perdre de l'argent. Et le E dans Data Quality Everywhere, dans DQ, aura particulièrement de sens maintenant que vous allez pouvoir couvrir tous les pays couverts par Camara, 200 opérateurs dans le monde, donc c'est, j'imagine, les principaux marchés où peuvent opérer vos clients. Merci Jean-Pierre pour ce témoignage également ce matin. Alexandre, le mot de la fin pour Orange LiveNet qui a organisé ce webinaire ce matin. Ces signaux, ces API, aujourd'hui, on sent qu'ils sont arrivés à maturité et qui satisfont les clients et les clients de vos clients. Oui, exactement. Donc, on est en France, hein, on est le pays de la gastronomie. Donc, aujourd'hui, on a plein d'ingrédients avec les API Camara. Et je pense que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'idée, c'est de concocter les meilleures recettes en fonction des objectifs que vous avez. Et je pense qu'avec les ingrédients de qualité que sont les API Camara, on se donne toutes les chances de réussir sur ce marché et voilà, de contrer les fraudes notamment. Très bien. Et puis si Et j'avais des juste un acteurs dernier veulent en mot. savoir plus, oui. Excuse-moi, Jérôme, juste un dernier mot. Je voulais juste remercier mes camarades, évidemment, qui ont eu la gentillesse de nous accompagner aujourd'hui sur ce webinaire, toi-même, et mes camarades également en coulisses qui l'ont organisé. Voilà. Très bien. Et si vous avez des questions sur les API opérateurs et que vous êtes intéressé pour proposer ces solutions, n'hésitez pas à contacter Alexandre ou Jean-Pierre. Alexandre, hein, on le rappelle, de Orange LiveNet. Merci à tous les 3 pour ces témoignages. Moi, je retiendrai pour ma part que les API opérateurs sont désormais disponibles chez les 4 opérateurs français, mais également à l'international, que ces signaux permettent à leurs clients de détecter les anomalies, les fraudes pour sécuriser les phases de recrutement de nouveaux utilisateurs, mais que ce surcroît de sécurisation peut également s'accompagner d'une fluidification des parcours, offrant aux entreprises de meilleurs taux de conversion. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce matin. Merci pour votre attention. Et il est temps de conclure ce webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.